Nous y revoilà. Nous y revoilà donc, moins de 9 mois après, un nouveau gouvernement est à nouveau sur le point de tomber. Et à chaque étape, nous enfonçons encore un peu plus notre pays dans la voie de l'instabilité. Quelles que soient nos opinions sur tous ces bancs, quelles que soient nos convictions, personne ne peut s'en réjouir. Si nous sommes ici, c'est parce que nous aimons la République. Si nous sommes ici, c'est parce qu'à travers notre engagement, nous voulons contribuer à la reconstruction de notre pays, parce que nous aimons la France. Et nous ne pouvons que ressentir de la tristesse face à ce qu'est en train de devenir la politique française. Je me souviens, lorsque je suis entré ici pour la première fois, l'émotion que j'avais en entrant dans cet hémicycle sacré de ce qu'est la politique de notre pays. Ici où des voix se sont fait entendre, celle d'Aristide Briand, le père de la laïcité, celle de Jules Ferry, celle de Georges Clemenceau, celle de Charles de Gaulle, celle de Philippe Séguin. Aussi différents soient-ils, ils portaient tous et ils incarnaient une part de la noblesse de ce qu'est la politique française. Cette politique que nous aimons, nous la voyons être rongée aujourd'hui, à nouveau par ces vieux démons. Les vieux démons, ce sont ceux de l'instabilité. L'instabilité dans l'histoire de notre pays n'est jamais quelque chose que nous devons prendre à la légère. L'instabilité dans l'histoire de la démocratie française a souvent failli emporter notre République. N'oublions pas qu'ici, à l'époque de la 4e République, les gouvernements tombaient les uns après les autres et la démocratie était menacée. Le général de Gaulle a redonné à la France sa stabilité avec les institutions de la 5e. Son Premier ministre, un des meilleurs premiers ministres que la France ait connu, Georges Pompidou, est resté 6 ans aux responsabilités. Et cette durée lui a permis d'inscrire son action dans le temps long. Et nous, au cours des 2 ans qui viennent de se succéder, nous avons connu 4 premiers ministres. L'instabilité politique, pour ceux qui s'amusent de tout cela, vous feriez bien de vous rappeler à quel point c'est un poison économique. Il y a dans le même temps ici, où pendant que sur l'Assemblée nationale, certains s'amusent de tout cela, cherchent à en profiter, utilisent des invectives et des cris qui tiennent maintenant lieu de délibération en vue du bien commun, il y a dans notre pays des artisans, des commerçants, des professions libérales, des entreprises, des salariés qui, eux, savent le prix que l'on paye quand on déstabilise économiquement notre pays et ses institutions. Et tous les Français en payent les conséquences. Le déficit, le surendettement, la désindustrialisation, l'insécurité, l'immigration hors de contrôle. Nous en sommes au point où la France s'endette maintenant à des taux supérieurs à ceux de la Grèce, Monsieur le Premier ministre. Oui, vous avez raison de nous alerter là-dessus. Et nous en sommes en même temps, et les 2 symboles sont redoutables, de ce qu'ils disent de ce qu'est le déclin de notre pays, où des narcotrafiquants versent maintenant des aides sociales aux habitants de nos cités. Dans cette période, il y a quelqu'un qui agite tous les désordres parce qu'il espère en profiter. Dans cette période, il y a quelqu'un qui n'attend que le chaos parce qu'il espère la révolution. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et la récupération politique qu'il cherche à faire du mouvement du 10 septembre est le signe de sa stratégie du chaos. Et je le dis aujourd'hui plus que jamais, l'extrême gauche est le premier danger politique pour la République française. LFI, avec Jean-Luc Mélenchon, est le premier danger politique pour notre République. Et avec les députés de la droite républicaine, nous serons le premier barrage face à cette menace. Nous n'accepterons jamais qu'un gouvernement comporte des députés de la France insoumise. Nous n'accepterons jamais que se mette en place ici le programme funeste du nouveau Front populaire. Et cela vaut évidemment pour un gouvernement socialiste qui prônerait ou porterait ce programme. Monsieur le Premier ministre, j'en viens maintenant à la question qui nous est posée. Celle du redressement budgétaire de notre pays. Il nous est arrivé d'avoir des différends et nous nous en sommes toujours expliqués avec franchise. Et de la même manière,
Quand vous avez posé le diagnostic de la situation budgétaire, je vous ai immédiatement apporté mon soutien. Parce que, et je le reconnais, vous avez eu le courage depuis longtemps de dire la vérité sur l'état de nos finances et de poser ce débat fondamental pour l'avenir du pays. Oui, la situation budgétaire de la France appelle un sursaut collectif, c'est une évidence. Oui, nous ne pouvons plus continuer à laisser filer notre dépense publique. Oui, et j'aimerais bien qu'on le rappelle, nous ne devons jamais oublier que si les Français sont accablés d'impôts et de charges, c'est parce que l'État dépense trop. Et quand il y a une colonne où l'on accumule la dépense publique, de l'autre côté, il y a nécessairement une colonne où l'on va augmenter les impôts sur la France qui travaille. Et ceux qui prétendent qu'il y aurait de l'argent magique et des impôts à augmenter quelque part en protégeant les autres trompent les Français, parce qu'à l'arrivée, ce sont toujours les classes moyennes qui payent le fardeau de cette dépense publique. Tout ceci a des conséquences. Plus encore que la dette, vous l'avez dit, c'est l'intérêt de la dette qui nous met en péril. Parce que plus notre dette augmente, plus nos intérêts sont chargés et plus chaque année, nous finissons par payer nos créanciers au lieu de préparer notre avenir. Et le jour n'est pas loin où nous allons tout simplement consacrer plus de budget à rembourser les intérêts de la dette qu'à former nos enfants. Tout est dit sur le chemin du pays. Alors face à cela, il y a ceux qui affirment que l'on pourrait dépenser sans compter. Et il y a ceux qui affirment que l'on peut continuer à augmenter les impôts dans un pays qui en détient le record. Ça n'est pas un débat nouveau dans la démocratie. Nous sommes ici et nous siégeons avec devant nous cette tapisserie qui illustre les philosophes de l'Antiquité grecque. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la démocratie athénienne, berceau de la démocratie, fait face aux assauts de Philippe II de Macédoine. Et il y a dans l'Ecclésia, cela devrait vous inspirer un peu, et il y a dans l'Ecclésia un débat sur précisément le même que nous avons aujourd'hui, la gestion de la dépense publique. Et il y a ceux qui pensent que l'on peut continuer à dépenser sans compter. Et il y a face à eux cette belle figure de la démocratie athénienne, Démosthène, qui lui dit « La réalité démentira vos chimères et il faut en politique savoir préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. » Je vous reconnais, Monsieur le Premier ministre, d'avoir fait ce choix. Et inlassablement, au cours des mois qui se sont écoulés, les députés de la droite républicaine vous ont fait des propositions. Pas pour qu'il y ait moins d'économies, mais pour qu'il y ait plus d'économies. Nous les avons formulées, nous les avons documentées, y compris en juillet, en proposant des économies plus importantes sur la bureaucratie administrative, les 80 milliards de toutes ces agences et de ces comités que les Français ne supportent plus, en proposant des économies plus importantes sur les dépenses liées à l'immigration et en proposant des économies sur la lutte, j'y reviendrai, contre l'assistanat. Sur tous ces sujets, les députés de la droite républicaine n'ont jamais été dans la posture, ils ont toujours été force de proposition. Et je regrette, Monsieur le Premier ministre, que ces propositions n'aient pas été plus reprises. C'est donc avec d'autant plus un sentiment de gâchis que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous vous avons toujours dit que nous ne signerions pas un chèque en blanc. Nous vous avons toujours dit que nous défendrions nos convictions. Nous étions prêts à nous engager collectivement pour le redressement budgétaire. Mais pourquoi avez-vous autant de mal à convaincre? Je pense qu'il faut s'y arrêter un instant pour en tirer les leçons nécessaires. Je ne crois pas un instant que les Français soient aveugles sur la situation du pays. Je ne crois pas un instant que les Français refusent l'effort de redressement budgétaire. Je crois l'inverse. Mais je crois qu'ils ont juste deux exigences. Deux exigences au fond très simples. La première, que ce soit par des économies, des vraies économies, et pas des augmentations d'impôts déguisées. Et la deuxième, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent, pas toujours la France qui travaille, pas toujours la France qui a travaillé toute sa vie. Or, Monsieur le Premier ministre, le vote que vous avez sollicité est bien évidemment un vote sur la question du principe du redressement financier. Nous n'avons aucun problème là-dessus, je l'ai toujours dit, et toujours porté, et toujours mis en œuvre. En revanche, évidemment, nous ne pouvons pas ignorer que vous avez également présenté, avant l'été,
un chemin de redressement budgétaire. Et notre vote se prononce évidemment aussi par rapport aux pistes que vous avez mises sur la table. Et les Français réagissent aussi par rapport à cela. Et dans ce budget, 2 éléments ont suscité du rejet. Le premier, c'est qu'il y a des économies, bravo, mais il y a aussi des augmentations d'impôts déguisées. Et ça, je pense profondément que c'est une erreur. La deuxième, c'est cette mesure qui a tant fait réagir. La suppression de 2 jours fériés, en demandant à la France qui travaille de travailler plus sans être rémunérée et de continuer à payer des impôts et des charges pour que d'autres continuent à toucher les aides sociales. Vous connaissez nos convictions. Nous ne pouvons pas faire du bien à la France en faisant du mal aux Français qui travaillent. Vous connaissez nos convictions, Monsieur le Premier ministre. Nous avons proposé que plutôt que de supprimer 2 jours fériés, on s'attaque aux 365 jours fériés de ceux qui ne travaillent pas et qui profitent du système et de l'assistanat. Vous connaissez nos propositions. Nous avons proposé qu'il y ait une loi de lutte contre l'assistanat qui permette de créer une allocation sociale unique fusionnant toutes les aides sociales existantes et en plafonnant à 70% du SMIC pour qu'on ne gagne jamais plus d'argent en restant chez soi qu'en travaillant. Gardez le social, bien sûr, mais arrêtez l'assistanat et revalorisez enfin le travail. La clé du sursaut français sera dans cette revalorisation du travail. Monsieur le Premier ministre, vous m'aviez donné votre accord. Vous m'aviez dit que vous étiez prêt à entendre la parole et à clarifier la position. Cette parole, nous l'avons attendue et nous ne l'avons jamais entendue. Et je le regrette, je vous le dis avec la même franchise. Parce que si vous aviez écouté la France qui travaille, vous auriez aujourd'hui le soutien unanime des députés de la droite républicaine. Tel n'a pas été le cas. On ne vous demandait pas de vous renier. Je ne vous demandais pas moins d'économie, mais plus d'économie. Vous avez fait un choix, je le respecte, mais je ne demande jamais aux députés de mon groupe de voter contre leur conscience. Certains voteront pour, sans enthousiasme, et ce sera mon choix. D'autres, et leur position est tout aussi respectable, ne voteront pas pour tout simplement parce qu'ils considèrent que le cœur des convictions de notre groupe, c'est-à-dire la défense de la France qui travaille, n'a pas été écouté. Pour ceux qui aiment la grande politique, celle qui est faite de panache, celle qui est faite d'audace, il n'y a rien de réjouissant dans la situation présente. Oui, l'Assemblée nationale est divisée. Il suffit d'écouter les commentaires qui fusent dans tous les sens pour le mesurer. Oui, il n'y a pas de majorité absolue. Oui, la situation suppose des compromis. Et nul ne peut prétendre plaider pour un gouvernement chimiquement pur, parce que quand on dit cela, on ment aux Français. Ces scénarios improbables, d'où qu'ils viennent, sont des chimères. Il y a ceux qui disent dans cette période qu'à cela ne tienne, ajoutons du blocage au blocage, tout ira mieux. Il y a ceux qui plaident pour des élections législatives anticipées, alors que tout montre qu'elles ne changeraient rien aux divisions de l'Assemblée et ajouteraient de l'instabilité. Et il y a ce que je crois être notre devoir dans cette période imparfaite. Essayer de faire du travail utile. La France a besoin d'un gouvernement, elle a besoin d'un budget, elle a besoin d'un minimum de stabilité. Et nous devons tirer les leçons des erreurs du passé parce que sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si l'on veut donner un minimum de stabilité à un gouvernement, il faut changer la méthode. Et je n'ai pas changé de conviction. On ne peut pas se contenter de désigner, chers collègues, une personnalité, quelle qu'elle soit, Premier ministre à Matignon, à qui l'on signe un chèque en blanc sans avoir défini de programme de travail. Aucune démocratie mature et sérieuse au monde ne fait cela. Quand il y a la nécessité de définir une coalition, quand il y a la nécessité de définir, et je plaide pour cela en discutant au lieu de fixer des lignes rouges insensées avec des gens avec lesquels on ne partage pas nécessairement les mêmes opinions, mais parce que l'on veut donner un minimum de stabilité, eh bien il faut assumer de commencer par se mettre autour de la table pour définir un programme de travail. Parce que s'il n'y a pas ce programme de travail en amont, au fur et à mesure que le temps passe, les ambiguïtés, les supercheries se découvrent, le travail devient de plus en plus difficile et rien ne peut tenir.
Il faut tout avoir dit avant pour que l'on puisse faire après. Le Premier ministre doit discuter ce programme de travail pour qu'il puisse ensuite permettre à l'ensemble des formations politiques de prendre leur position en leur âme et conscience, s'ils veulent y participer, s'ils se contentent de le soutenir sans y participer, ou s'ils veulent s'y opposer. Sans cela, il ne pourra y avoir de stabilité. Merci. Car nous serons ballottés au gré du vent sans même avoir pris la peine de définir le cap à suivre. Et merci de conclure. Ce cap à suivre, c'est celui que nous voulons avec la droite républicaine, le redressement d'une France qui travaille pour la reconstruction de la France, agir même dans cette période difficile. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président Wauquiez.